Avec nos invités, Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef Labo des démocrates, et Adjronou Adam, directeur de publication de Vision d'Afrique, nous allons parler de Covid-19, approvisionnement en vaccins, l'Afrique dans une impasse. Nous allons également parler du Mali avec les élections présidentielles et législatives fixées à février 2022. Et puis Bénin, on ne peut pas dialoguer avec des terroristes. Ces propos viennent de Alain Oronla. Il est le porte-parole du gouvernement béninois et ministre de la Communication. Et puis Togo, Kakonououpo rebondit à Le Mois. Chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Magloire Teko Kenvi, bonjour. Bonjour, chers confrères et grand ami Michel. Bonjour également à Adam et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur la ligne World TV. Adam, salut. Oui, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de par le monde. On commence par Covid-19, l'Afrique qui est dans une impasse pour son approvisionnement en vaccins. L'Afrique, donc comme je le disais tout à l'heure, en impasse pour son approvisionnement en vaccins contre Covid-19 qui pourrait affecter les campagnes de vaccination dans certains pays, a déclaré jeudi le directeur pour l'Afrique des centres de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, Adam. Oui, si l'on peut comprendre naturellement l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les pays africains, il n'en demeure pas moins d'interroger un certain nombre de facteurs liés au fait que nous avons compris qu'il y avait un mécanisme de solidarité qui était mis en place pour anticiper naturellement, disons aussi, au déficit un peu financier, mais également au déficit d'approvisionnement parce que les pays en eux seuls, où chaque pays individuellement, quand bien même ceux qui avaient même des moyens, n'étaient pas, disons, dans une logique de pouvoir donc s'approvisionner dans ces vaccins-là. Mais au même moment, on a compris également que c'était devenu un sujet d'importance majeure qui faisait en sorte que, étant donné que nous sommes dans un environnement où pratiquement tous les pays producteurs même de ces vaccins-là étaient beaucoup plus touchés que nous, les pays du Sud. Puisqu'à un moment donné, c'était aussi le discours qui était donc entretenu. Il va de soi, puisqu'on le dit très souvent, la charité bien ordonnée commence par soi. Et on a vu que ces pays, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas constater qu'il y a dans des flambées de cas dans un pays producteur de vaccins au même moment qu'on transite dans ces vaccins-là avec d'autres cieux. Mais au même moment, moi, je pense que cela interpelle les pays africains à pouvoir donc reposer un certain nombre de diagnostics. C'est vrai que récemment, le Nigeria a voulu rompre un peu le fil, mais aujourd'hui, ça reste encore à déterminer. Donc moi, je pense qu'il est venu à un moment donné de pouvoir donc compter sur nos compétences. Nos compétences dans la mesure où, aux pays africains, au début de cette pandémie, on a constaté, si nous prenons le cas du Togo, comme d'ailleurs même d'autres pays, également, il y a eu des ingéniosités qui se sont fait exprimer. Mais sauf que ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne se fait pas tellement confiance. On ne se fait pas confiance. Et comme la donne était de toujours espérer que la solution miracle ne vienne que des pays du Nord, et c'est ce qui a conduit à ce que nous avions commencé par avoir avec nos scientifiques, avec nos propres, c'est-à-dire les compétences endogènes, on les a beaucoup plus minimisées. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Togo, on n'entend pratiquement plus parler. Parce qu'avec l'avènement de ce vaccin-là, on se dit, voilà, c'est un vaccin qui est homologué par l'OMS, il faudrait naturellement que tous les pays l'adoptent. Mais au même moment, je pense que ces solutions-là, qui entre-temps n'étaient pas des solutions, pas des moindres, qu'on pouvait également peut-être améliorer et faire en sorte que ces solutions soient des solutions palliatives à ces vaccins-là que nous avions toujours côtoyés. Et donc, je pense qu'au-delà du fait que de se recoquiller, de se dire que voilà, nous sommes dans une sorte d'impasse, il faudrait naturellement que nous apprenions des leçons. Puis il y a des leçons à apprendre par rapport à cela et faire en sorte que, étant donné que on a l'habitude de dire que nous sommes obligés de vivre avec cette pandémie pour longtemps. Il n'est jamais trop tard. Il faudrait réellement que on peut toujours commencer. Il y a toujours à interroger
ces ingéniosités africaines et faire en sorte que nous puissions quand même les implémenter, avoir confiance en ces ingéniosités, faire en sorte que nous pourrons naturellement donc les implémenter et les adopter comme solution à ces genres de pandémies ou naturellement d'autres pathologies qui puissent ressurgir avec le temps. Magloire, même question à vous. Selon vos jugements, qu'est-ce qui a occasionné l'impasse dans laquelle l'Afrique se trouve actuellement? Qu'est-ce qui a occasionné la situation actuelle que vit le continent? Je crois quand même que au travers d'une analyse assez objective de la situation, on pourrait aisément arriver à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que dès le début, en réalité, avant même, on pourra dire que le continent africain semble être rattrapé à la fin par notre manque d'ambition. Notre manque d'ambition, parce que je me rends compte que quand même ça fait un peu plus de 50 ans que le continent, où la plupart des pays du continent ont acquis leur indépendance. Mais ça sonne quand même un peu curieux que plus d'un demi-siècle après, c'est vrai, certes, toutes les années qui passent, il y a de grands diplômés, des chercheurs qui sortent de nos universités, mais face à une crise sanitaire de grande envergure qu'est la pandémie à la Covid, par exemple, qu'on ne puisse pas avoir véritablement une solution à l'africaine. Donc l'indépendance, là, elle est limitée. Elle est limitée dans tous les sens et à tous les niveaux. C'est-à-dire, sur le plan économique, c'est là même la réelle indépendance. On ne l'a pas véritablement. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des pays qui osent sur le continent, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'ils se heurtent à un défi de transformation. Nous avons la matière chez nous, mais il se pose un défi de transformation et nous sommes obligés de faire avec les partenaires de l'outre-Manche. Et forcément, avec, vous savez, là, ça rentre dans un cadre de partenariat où chacun vit ses intérêts. Et à la fin, c'est l'Afrique qui gagne ou qui perd généralement. Et donc, ça se transpose également sur le terrain sanitaire où, comme le confrère Adam l'a effleuré tout à l'heure, aujourd'hui, toute l'Afrique a les regards tournés, n'est-ce pas, vers l'Occident pour attendre la solution magique. Et là, on ne peut que subir. On ne se met pas dans la position d'attaque, mais on se met beaucoup plus, on se complaît dans la position de défense. Et lorsque la situation est telle, vous ne ferez que subir. Et moi, personnellement, je l'ai toujours dit, ça m'a heurté. En tant qu'Africain, ça a heurté ma conscience véritablement lorsque je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a quand même le Madagascar qui a pris sur lui, n'est-ce pas, de développer une thérapie endogène contre Covid organique. Dès le début même, dès le début, qui n'a pas été soutenu. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que l'hypocrisie africaine a pris le dessus. Et à un moment donné, vous savez, sur ce terrain sanitaire, c'est des intérêts qui se recoupent. Même AstraZeneca en paie le prix aujourd'hui, où c'est entre des firmes pharmaceutiques que ça se joue. Et vous imaginez que si c'est entre les et en tout cas les firmes occidentales, la concurrence, elle est rude. Qu'en serait-il d'une concurrence entre les firmes occidentales et l'Afrique? Le débat, en tout cas le match, il est déséquilibré déjà. Ce qui fait match amical d'ailleurs. Voilà, ce qui fait que normalement, on devrait faire bloc, n'est-ce pas, derrière le Madagascar et sa solution, pour essayer d'abord de parfaire ce que Madagascar a pu sortir comme solution et essayer, n'est-ce pas, de vendre cela. Malheureusement, on a vu que oui, les soutiens avaient fait vraiment défaut et le Madagascar s'est retrouvé vraiment seul et à la fin, il a abdiqué complètement. Et ce qui est un peu la résultante de notre faiblesse, c'est-à-dire que la solidarité dans toutes nos actions, même sur le plan politique, on aime beaucoup plus trahir notre frère pour être bien vu par peut-être le bienfaiteur. Et aujourd'hui, l'Afrique est dans une posture où on dépend à 99%, n'est-ce pas, de l'Occident en matière de vaccins contre la Covid. Or, quand on se rend compte que la maladie sévit beaucoup plus en Occident
et que AstraZeneca, par exemple, auquel bénéficie, n'est-ce pas, la majorité des pays africains, sinon 45 pays africains sur les 55, se vaccinent actuellement en AstraZeneca. Et lorsqu'on se rend compte que on a eu, n'est-ce pas, ce vaccin-là par l'entremise, n'est-ce pas, de l'initiative COVAX, qui a permis à ce que le coût soit peut-être revu sensiblement à la baisse pour que ça soit accessible à nos pays. Et on était dans cette posture où il y a même des conditionnalités, c'est-à-dire qu'on impose pratiquement 2 doses. Or, déjà, avoir accès à ce vaccin sur le plan international, sur le marché international, ce n'est pas chose aisée. Or, vous devez faire avec deux doses. Or, le nombre de stocks que les uns et les autres ont fait, c'est déjà limité. Ce n'est pas vraiment suffisant par rapport à la population, à la taille de nos populations. Donc, forcément, on devrait s'y attendre. Si en amont, on avait fait une analyse assez objective de la chose, toute analyse devrait se rendre compte que l'Afrique devrait se retrouver normalement dans cette condition-là aujourd'hui. Oui, Adam, il a dit de nombreux pays dépendent de ce vaccin AstraZeneca. Est-ce que ce n'est pas aussi finalement les partenariats qui se jouent par le truchement de ce vaccin? Pourquoi ne pas élargir les horizons, c'est-à-dire avoir d'autres vaccins? Non, vous savez, lorsqu'on parle de mécanisme, c'est tout comme également un projet ou des programmes. Puisque c'était le vaccin, le premier vaccin qui a été homologué par l'OMS. Et naturellement, lorsque le besoin s'est fait sentir, du fait qu'il y avait des pays africains qui étaient donc victimes de cet approvisionnement-là, l'OMS a pris ses responsabilités et a essayé un peu d'harmoniser un peu l'offre de ce vaccin-là pour que les pays africains ou entre guillemets tous les autres pays également puissent avoir un accès équitable à ce vaccin-là. Sauf que le mécanisme n'a pas véritablement donné les fruits escomptés pour la simple et bonne raison, comme je l'évoquais tantôt, en disant que les gens, à un moment donné, ont laissé, disons, ce vocable de mécanisme international qui ne s'est pas fait exprimer. Et là aussi, disons, c'est un pan également des handicaps liés donc à ces partenariats-là entre les États ou partenariats bilatéraux entre d'autres États également. Parce que c'est là où moi je me dis il y a une sorte d'hypocrisie. Une hypocrisie liée au fait que lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées à tout point de vue, il y a normalement quelqu'un qui devait jouer l'arbitrage. Et je pense que l'OMS, à un moment donné, lorsqu'on met en place ce mécanisme-là, vous devez jouer l'arbitrage en disant que je pense que la production des films-là sont connus de tous. Et pratiquement, lorsque c'est connu naturellement, on sait le nombre de doses qu'il faut à un moment donné. Et par rapport à cela, voilà d'ailleurs pourquoi l'OMS, à un moment donné, n'avait pas conseillé, avait conseillé naturellement chaque pays à pouvoir faire le choix entre 2 ou 3 vaccins. Parce que, quelque part, comme le disons, c'est aussi un mécanisme d'approvisionnement. Et si la firme, au regard de l'offre et au regard du besoin qui s'est fait sentir, n'était pas à même de pouvoir donc produire la quantité qu'il faut à tous les pays. Donc, on est obligé d'avoir des alternatives. Ces alternatives, voilà pourquoi l'OMS conseille à ce que les pays puissent faire le choix en 2 ou 3. Puisque ça a commencé naturellement avec AstraZeneca, mais d'autres vaccins qui étaient des vaccins candidats par le passé ont été donc homologués. Et ces choix n'ont pas été faits, visiblement. Ces choix ont été faits, sauf que, comme le disons, il y avait de l'embouteillage. L'embouteillage lié au fait que l'offre et la demande, il y avait donc une situation qui s'est posée. Donc, naturellement, cet embouteillage-là a eu des impacts sur nos pays africains. Et il fallait s'y attendre naturellement parce que, de toutes les façons, il y a aussi une question de puissance. C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Kenvi qui le disait tout à l'heure en disant que, voilà, puisque c'est une question aussi de puissance qui s'est fait aussi exprimer dans l'approvisionnement de ces vaccins-là, où des États ont eu quand même à imposer leur suprématie en montant. D'abord, le fait que des pays, en étant record, puissent donc trouver ce vaccin-là n'était pas chose aisée. Et naturellement, ceux qui l'ont trouvé également, étant donné qu'on l'a dit, c'est vrai que les pays n'ont que des intérêts, il n'y a pas d'amis. Et lorsque, entre eux, les puissances, je pense qu'il y a plus l'amitié est beaucoup plus poussée que chez nous, les pays du Sud.
Donc, naturellement, on a toujours tendance à pouvoir approvisionner ces pays-là avant nous. Et parce que nous n'avions pas également aussi contribué, aussi bien financièrement, lorsqu'on essaie un peu de faire le distinguo, que financièrement, que scientifiquement, nous n'avons pas contribué. Et si vous le permettez, on va marquer juste la petite pause. Et on revient, on va continuer avec Covid-19 en Afrique et l'impasse dans laquelle justement l'Afrique est actuellement.